Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui prend la forme d'une thématique, une thématique sur l'économie de guerre, une thématique pour laquelle nous recevons David Bavrez. David Bavrez, bonjour. Bonjour. Autant que nos auditeurs le sachent, vous n'êtes pas sans lien de parenté avec un des orateurs familiers de nos conversations, c'est-à-dire... Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Avec Nicolas qui... lorsque nous lui avons annoncé que vous étiez l'invité de cette thématique, a dit « Tiens, c'est le regroupement familial ». Pour vous interroger sur votre livre « Bienvenue en économie de guerre », sont donc aujourd'hui réunis Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Antoine Fouché, essayiste et auteur aux éditions de l'Aube, de Pour en finir avec le travail qui ne paie plus, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans votre ouvrage « Bienvenue en économie de guerre », David Bavrez, vous proposez une réflexion sur les transformations économiques et géopolitiques récentes, mettant en lumière un tournant majeur dans l'histoire du monde. Selon vous, nous assistons à la fin d'un cycle de mondialisation qui a débuté en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la consolidation d'une économie mondiale fondée sur le libre-échange. Ce cycle se termine aujourd'hui avec l'émergence d'un nouveau paradigme que vous qualifiez d'économie de guerre, marqué par la confrontation ouverte entre grandes puissances. Pour vous, la rupture a été précipitée par des événements clés survenus en 2022, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le 20e congrès du Parti communiste chinois. Ces événements ont révélé la fin d'une époque de coopération relative entre les nations et la montée des tensions géopolitiques, où les dépendances énergétiques et industrielles deviennent des instruments de pouvoir stratégiques. Dans ce contexte, la guerre économique s'annonce comme un terrain incontournable de confrontation entre puissances. Votre analyse repose sur un constat alarmant. Les grandes puissances du monde semblent se réorienter vers une logique de repli stratégique où les enjeux de souveraineté nationale et d'autonomie économique dominent. L'impact de cette transition se fait particulièrement sentir en Europe, que vous voyez à un tournant décisif. Si le continent ne prend pas la mesure de cette évolution, il risque de devenir un simple terrain d'affrontement géopolitique, tiraillé entre les influences croissantes des États-Unis et de la Chine, un peu à l'image d'autres régions déjà fragilisées comme le Yémen. Vous mettez ainsi en garde contre le risque de marginalisation de l'Europe dans ce nouveau monde en mutation et vous plaidez pour une refonte de son approche stratégique. Selon vous, l'Europe doit impérativement se doter d'une souveraineté plus affirmée, capable de défendre ses intérêts dans des domaines clés comme l'énergie, la défense et les technologies. Pour cela, il est essentiel de se détacher des dépendances extérieures et d'investir dans des industries stratégiques pour assurer une autonomie véritable. Aujourd'hui, la question se pose, comment l'Europe peut-elle éviter de devenir un simple spectateur de cette transformation mondiale et au contraire jouer un rôle moteur dans la reconstruction de l'ordre mondial, tout en évitant les pièges d'une mondialisation débridée ? Comment le continent peut-il, sans délaisser ses principes démocratiques et ses valeurs, s'affirmer comme un acteur incontournable dans cette nouvelle économie de guerre ? Enfin, dans cette dynamique, vous évoquez régulièrement la question de la souveraineté économique. Quelles sont selon vous les bases les plus solides sur lesquelles l'Europe pourrait construire sa souveraineté économique face à la montée des tensions internationales? Comment l'Europe peut-elle s'y préparer concrètement sans tomber dans le piège du nationalisme destructeur qui risquerait de la diviser davantage au lieu de la renforcer? Telles sont quelques-unes des questions que sans doute nous aborderons dans cette conversation pour laquelle je donne la parole à Béatrice Gibelin. Merci Philippe. J'ai lu cet ouvrage avec intérêt et agacement. Les deux ont accompagné ma lecture. À la fois parce que je trouve que c'est un angle d'attaque sur l'économie de guerre qui est extrêmement intéressant et qui nous oblige à revoir un certain nombre de nos habitudes de pensée. Et puis aussi avec agacement parce que d'abord par un ton assez assuré, je vais dire, pour pas dire péremptoire, et j'ai tendance à toujours penser que on est toujours plein de surprises
en géopolitique et que ce qu'on pense avoir un déroulé inexorable, c'est pas tout à fait exactement comme ça que les choses se passent et que la difficulté est comment penser l'imprévisible dans un raisonnement géopolitique. Et vous proposez quelque chose qui me semble, moi, extrêmement intéressant, c'est comment les responsables économiques devraient s'intéresser sérieusement à la géopolitique. Mais comme les géopolitologues, puisque c'est le terme que vous employez, devraient aussi s'intéresser correctement à l'économie au lieu d'être chacun dans leur tour d'ivoire, dites-vous, pour les géopolitologues. Alors, la conception que moi je prône de la géopolitique, c'est justement pas la tour d'ivoire, mais c'est être beaucoup plus au contact de situations précises, de les analyser, de les regarder dans toute leur complexité, et non pas faire de la géopolitique en chambre, d'une certaine façon, où là, les choses se passent comme on peut tranquillement se raconter qu'elles vont pouvoir se passer. Voilà. Alors, je dirais que on sent que cet ouvrage a été conçu, je pense, 2020, 2021, 2022 pour l'essentiel. Il était presque sans doute achevé en 2022 et puis que depuis sont passées un certain nombre de choses. Alors, il y a des questions qui m'a préoccupée. Philippe vient de rappeler, au fond, deux très grands qui se feront la guerre pour prendre le leadership, Chine, États-Unis. Et que vous dites, et l'Europe est dans une yéménisation. Alors, je voudrais bien qu'on creuse un peu cette idée de yéménisation, parce que vous faites référence à l'Arabie saoudite et à l'Iran, qui s'affrontent sur le Yémen indirectement. Avec quand même des situations particulières, c'est qu'il y avait un conflit Arabie saoudite, Yémen depuis longtemps sur les frontières et qui n'était pas réglé et qui était source de tensions incontestablement. Et puis l'Iran qui prend l'opportunité d'une minorité chiite, les Houthis, pour effectivement déstabiliser un peu l'Arabie saoudite, mais surtout, va prendre de l'ampleur après le fameux 7 octobre 2023, avec, soi-disant, en attaquant exclusivement tout bateau ayant des liens avec Israël. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pensé à une sorte d'intervention comme acteur géopolitique des Houthis par l'intermédiaire de l'Iran sur le commerce international et occidental, dans lequel la Chine est aussi concernée. Alors, moi, je voudrais bien savoir pourquoi cette analogie sur l'Europe à propos d'une yéménisation, parce qu'il me semble que la situation est très différente. David Bavrez. Alors, le terme de yéménisation, c'est en fait un concept. C'est le fait que vous ne vous faites jamais la guerre directement chez vous. Moi, je vis à Hong Kong, qui est ce que j'appelle la Vienne de cette seconde guerre froide. C'est-à-dire que je vois la Chine-Amérique, ce que j'appelle la Chine-Amérique, s'entendre. Parce que, jusqu'à une période très récente, ça change depuis un mois avec le président Trump, mais jusqu'à la prise de pouvoir du président Trump, je voyais deux grandes puissances qui s'entendaient pour piller l'Europe, parce que d'un côté, vous avez la Chine qui pille la Russie, 2% du PNB mondial, en s'accaparant les hydrocarbures pour zéro, parce qu'en fait, ils payent en RMB, en monnaie chinoise, qui n'est pas convertible, et donc la Russie est obligée d'importer des biens de Chine et qui sont naturellement ceux de mauvaise qualité que la Chine ne pourrait pas exporter autre part. Ça, on comprend, nous, en Europe, et d'ailleurs, en Europe de l'Ouest, et ça nous rassure un peu. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a le plus grand transfert de valeur jamais réalisé d'Europe vers les États-Unis, avant même l'intervention de Donald Trump, à travers l'énergie, le gaz, ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qu'on achète 5 à 10 fois le prix qu'on payait à Poutine historiquement, que vous aimez bien allemand payer à Poutine, à travers la défense. 75% des armes qui ont été déployées en Ukraine ont été d'origine américaine. À travers les logiciels, et notamment les logiciels de l'intelligence, donc on est en train sans doute de découvrir qu'il y a plus de 200 milliards de dollars que se font les GAFA en Europe, qui ne retournent jamais aux États-Unis, donc qui n'apparaissent nulle part dans les chiffres quand on analyse les... Et puis dernièrement, avec tout ça, les États-Unis pouvaient, sous Biden, financer ce qu'on a appelé l'IRA, c'est-à-dire un programme de subvention publique qui accélérait la désindustrialisation de l'Europe. Et donc,
on ne se rend absolument pas compte à quel point l'Europe de l'Ouest, ce que j'appelle l'Europe de l'Ouest, ça va jusqu'à l'Ukraine, se fait totalement piller par les États-Unis. À tel point que, pour vous donner un exemple concret, un certain nombre d'industriels européens ont extrêmement alarmés par ça, sont allés voir directement Xi Jinping dans un meeting privé qui n'a pas été rendu public, et en lui disant bravo au président Xi parce que vous pillez la Russie et vous repartez avec 2% du PNB mondial, donc bravo. Mais si votre ennemi est les États-Unis, eux, ils pillent 20% du PNB mondial. Donc en relatif, la Chine est perdante. Et le feedback que ces grands industriels ont reçu du gouvernement chinois 15 jours plus tard, c'est merci beaucoup de votre visite. Parce qu'on ne s'était pas rendu compte, en effet, on ne pille pas assez l'Europe de l'Ouest. Nous, Chinois. Et donc, vous voyez qu'on ne comprend pas, c'est pour ça que nous sommes d'une naïveté. Ce que les Chinois me demandent tous les jours, c'est expliquez-moi pourquoi les Européens sont naïfs à ce point. Et donc, c'est ça notre problème. Donc, ce que j'appelle la yéménisation, c'est pas, je fais pas une analogie au combat des Houthis. C'est juste un principe qui est que quand deux pays s'affrontent, eh bien, ils ne s'affrontent pas, deux grandes puissances ne s'affrontent pas directement. Et pour que vous compreniez un peu de temps long, si je peux me permettre, 1980, sur 40 ans, parce qu'on raisonne à très court terme, mais sur 40 ans, 1980-2020, que s'est-il passé dans la répartition mondiale du PNB ? Les États-Unis étaient à 25% en 1980, ils sont aujourd'hui, 2020, ils sont à 25%. Donc 3 à 4% de la population mondiale a continué de s'accaparer un quart des ressources mondiales. La Chine est passée de 2 à 18%, 16 points. Ces 16 points, ils sont venus de 10 points de l'Europe, nous sommes passés de 28 à 18%, et 5 points du Japon, qui est passé de 10 à 5%. Donc quand je suis américain, je dis, mais si je laisse les choses continuer comme ça, moi, les États-Unis, j'ai l'impression que depuis 40 ans, je suis capé à 25%. Par contre, la Chine, qui ne cesse de piller le Japon et l'Europe, ils sont à 18, mais il reste encore 18 points européens et 5 points japonais à piller, mais ils vont naturellement me dépasser. Donc moi, Américain, il faut aussi que je me mette à piller le Japon et l'Europe. Donc c'est ça le problème qu'on a. Et la question, c'est, va-t-on réagir ? Antoine Fouché. Oui, merci. Je reprendrai la caractéristique de Béatrice qui disait « J'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt et d'agacement ». Je reprendrai les deux termes, mais avec l'agacement non pas contre certains contenus du livre, mais contre la passivité de l'Europe et des Européens, c'est-à-dire contre nous-mêmes, parce que je trouve qu'on ressort de la lecture du livre en étant convaincu de la menace existentielle qui pèse sur nous. Et les chiffres que vous venez de rappeler, le fait que les États-Unis maintiennent leur rang dans le monde, que la Chine fait la course de façon objective avec les États-Unis pour la domination du monde et que ça se fait au détriment de l'Europe, sont absolument, me semble-t-il, incontestables et donc effrayants quand on voit notre position aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans et quand on s'imagine la position de nos enfants dans 25 à 30 ans, si on reste sur ce trend-là. Et donc, moi, j'aurais envie de vous poser deux questions. La première, c'est un peu la même que les Chinois se posent à propos de l'Europe, c'est-à-dire, pourquoi, à votre avis, puisque vous vivez entre l'Asie et l'Europe, pourquoi, à votre avis, nous, Européens, sommes-nous aussi passifs que ça? C'est-à-dire, les Américains réagissent, les Chinois prennent le monde. On pourrait élargir, je pense, sous votre contrôle, mais l'énergie de la Chine, on pourrait l'élargir à l'ensemble ou une grande partie du continent asiatique. Dès qu'on voyage, on se rend compte de la production, de la confiance dans l'avenir qu'ils ont, et ça contraste de façon assez effrayante avec la passivité des Européens. Donc, est-ce que ça vient, d'où ça vient? Est-ce que c'est ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire l'Europe traumatisée par 2 guerres mondiales, donc traumatisée par le concept de puissance, n'arrive pas à sortir de cet héritage-là et donc n'arrive pas, presque psychiquement, à rebasculer du côté de la puissance, même si c'est la condition de son indépendance et de sa liberté. Est-ce que les Chinois eux-mêmes, en fait, n'auraient pas quelque chose à nous apprendre sur l'aveuglement qu'il peut y avoir par rapport à son déclassement? Parce qu'il me semble qu'il y a... Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la situation de l'Europe du début du XXIe siècle et celle de la Chine du milieu du XIXe?
La Chine aussi, au milieu du 19e, voit les Européens arriver et en fait ne se sent pas menacée par les Européens parce qu'ils ont dominé l'ensemble du monde pendant plusieurs siècles. Et donc, contrairement aux Japonais, par exemple, qui se rendent compte très vite de la domination technologique de l'Europe avec l'ère Meiji, adoptent la technologie européenne pour garder leur rang dans le monde. La Chine ne fait pas ça, reste passive par rapport à la puissance européenne. Et donc, c'est un siècle d'humiliation. Est-ce que nous, on n'est pas dans cette situation-là ? On ne se rend pas compte de notre déclin dans le monde. On ne réagit pas. Et par peut-être une forme de complexe de supériorité, comme les Chinois avaient à la fin du 19e siècle vis-à-vis du reste du monde. Donc, est-ce que c'est une hypothèse paradoxale ? C'est notre complexe de supériorité qui fait que nous n'arrivons pas à imaginer notre situation de devenir des inférieurs, des subordonnés des Asiatiques, que nous avons colonisés il y a un siècle et demi. Et puis la deuxième question, c'est une question de cohérence par rapport à notre logiciel d'Européens disons, favorable au libre-échange et au doux commerce. Parce que il me semble si on reconnaît que votre diagnostic, ce qui est mon cas personnellement, est juste, c'est-à-dire on est en train de basculer d'une économie de paix à une économie de guerre, et que donc on bascule d'une économie basée sur la capacité à adresser la demande des consommateurs, à une capacité à maîtriser la chaîne de production. Est-ce que si ce diagnostic-là est juste, ce n'est pas cohérent intellectuellement d'augmenter les droits de douane? Parce que si ce qui compte, c'est la maîtrise de la chaîne de production, alors vous avez intérêt à régionaliser le plus possible les chaînes de valeur. Pour régionaliser les chaînes de valeur, il faut mettre des droits de douane qui fait que les producteurs viennent produire là où ça va être consommé, et que donc il y a une sorte de contradiction, d'incohérence, à vouloir à la fois reconnaître qu'on est en économie de guerre et ne pas augmenter les droits de douane. C'est-à-dire, si on passe du confort à l'indépendance du consommateur au citoyen et de la consommation à la production, alors on doit passer du laisser-faire aux droits de douane. David Bavrez. Alors, première question, on va laisser le Prozac au vestiaire et vous allez voir que tout va bien se passer. Vous avez la gentillesse de dire que, bon, mon livre vous a agacé, mais vous l'avez trouvé par ailleurs intéressant. Si on s'était vu mon livre est paru il y a 1 an. Il a été refusé par tous les éditeurs de la place. Il est édité par quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas, c'est la Maison de Novice. Mon éditeur a la moitié de mon âge. Je lui dis en rigolant, avec toi, j'ai compris que le monde allait tourner, parce que pour moi, les éditeurs, c'était des vieux schnocks qui éditaient de jeunes esprits brillants, et là, c'est le jeune esprit brillant qui édite le vieux schnock. Donc, il y a 12-18 mois, personne... Vous me dites pourquoi l'Europe est en retard. Quand j'arrivais, je disais, nous rentrons en économie de guerre, je vois la Chine, on disait, mais arrêtez avec vos histoires d'économie et arrêtez avec vos histoires de guerre. Là, vous voyez que tout le monde, le président de la République, ne peut pas passer une semaine sans parler d'économie de guerre. Donc, pourquoi nous sommes en retard, c'est que nous n'avons pas compris ce passage. Alors, juste pour nos auditeurs, l'économie de guerre, c'est pas la guerre, c'est justement ne pas faire la guerre. Ça n'est pas l'économie de la défense. C'est pas seulement 2 ou 3% du PNB, c'est 100% du PNB. Donc ce sont nous tous, avec un changement effectivement d'une économie qui est tirée par historiquement l'économie de paix que j'ai connue pendant 30 ans, de 1989 à 2020. Vous êtes tiré par la demande et le consommateur. Et en fait, donc c'est les Chinois qui l'ont compris le premier. Quand Xi Jinping est arrivé, en économie de guerre, vous êtes tiré par la production et plus particulièrement le goulet d'étranglement à la production et la dépendance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Quand nos grands-parents ont construit l'Europe, en 1951, ils ont commencé par la CECA. C'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était pour produire. Et depuis 20 ans, que faisons-nous en Europe ? Nous ne faisons que produire des normes pour prétendument protéger un consommateur, qui fait qu'il n'est plus possible de produire en Europe à un coût acceptable. Donc nous avons perdu notre ADN. Alors pourquoi moi je ne suis pas du tout comme vous et je ne bouffe pas du Prozac tous les jours ? C'est que 2022, c'est la rupture. 2022, vous l'avez dit, c'est la guerre d'Ukraine et le 20e congrès du parti. Quand il vous arrive une grosse rupture dans la vie, le premier truc, c'est vous la nier. Réflexe normal. Donc 2023, ça a été l'année de la négation, du refus. On a dit, Poutine passera pas l'hiver et la Chine va dans le mur. 2021, une fois que vous avez nié, ensuite vous passez à l'acceptation, l'aveu. C'est 2024. Donc 2024, ce qui est très intéressant, c'est que les 3 modèles économiques des 3 principales puissances, les 3 modèles ont pété.
puisque Mario Draghi est arrivé en disant il faut un changement radical. Et le président de la République est à la Sorbonne, juste à côté de chez nous, ici. L'Europe est mortelle. Donc on sait que notre modèle européen va dans le mur. Maintenant, le président Xi est arrivé au mois de septembre en disant j'ai cassé ce qu'on appelle le PPP dans notre jargon, donc le partenariat privé-public qui a fait le succès de la Chine de 1980 à 2020, je l'ai cassé parce que j'ai dit que le capital privé devait être désormais entièrement sous contrôle étatique. Donc ça marche plus. Donc je suis obligé de remettre 500 milliards de dollars sur la table fin septembre de manière très très urgente parce qu'autrement, je vais à la révolte sociale. Et puis les États-Unis ont dit le wokisme est tellement horrible, tellement en train de tuer notre pays qu'on va voter Trump. Et Trump arrive et il dit moi ce que je fais c'est que je casse la relation transatlantique, je casse le libre-échange et je casse l'état de droit. Les 3 piliers de... Donc, la raison pour laquelle je suis, au lieu de déprimé, je suis extrêmement excited, comme on dit en anglais, c'est que les 3 modèles sont cassés. Et donc, après l'aveu, vous passez à l'action. Et donc, 2025, c'est l'année de l'action. Et alors, je sais très bien que comme on est dans le trou, on est tous désespérés, mais en fait, moi, investisseur, c'est là où je suis le plus intéressé. C'est mon défaut professionnel, c'est que quand les sociétés sont dans le trou et qu'il y a de nouveaux dirigeants qui arrivent et qui la remontent, c'est là où je suis très, très intéressé. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais été aussi passionné de ma vie, parce que je vois que les 3 régions doivent agir. Et qui va gagner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais M. Trump n'est pas du tout fou. Monsieur Trump alors c'est pas lui, mais c'est son équipe, je pense qu'ils ont une vision stratégique qui est très très bonne, qui est de dire que le problème que nous avons, c'est la dette publique. Alors je ne veux pas vous répéter ce que vous avez déjà entendu ce matin, mais on ne peut pas, quand on a 120% de dette sur le PNB, être une puissance militaire. C'est pas possible. Et donc, c'est pour moi le Pentagone. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de tarifs, ça n'a rien à voir, parce que vous voyez bien que Mme von der Leyen a proposé à M. Trump 0 de tarif et elle a dit « je ne prends pas ». Donc, ça n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les militaires qui signent la fin de la partie en disant « on ne peut pas, vous n'avez pas le droit d'avoir des dépenses d'intérêt de la dette supérieures au budget militaire ». C'est ce qui est arrivé, c'est la loi de Neil Ferguson, ce qui est arrivé au Royaume-Uni en 1945. Donc, l'endettement public, c'est terminé. Et il faut être le premier à dégainer. Et donc, les États-Unis, de manière très intelligente, disent c'est le reste du monde qui doit payer. Parce que en 2020, nous avons mis 35% de PNB sur la table, nous, Américains, pour sauver le monde. Et donc, le monde doit nous rembourser. Parce qu'ils savent que la Chine, en 2008, a sauvé le monde, en mettant 10% de PNB chinois, et la Chine a oublié de nous demander de la rembourser, et maintenant, elle est bourrée d'actifs non performants, et sa croissance est plombée pour 20 ans. Donc, les États-Unis agissent, les premiers, ils le font très très mal tactiquement, mais sur le plan stratégique, ils ont la vision. Le président Xi, il a la vision parce qu'il dit moi, l'économie de guerre, comme depuis 2017, depuis que les États-Unis m'ont coupé les semi-conducteurs pour Huawei et ZTE, mes 2 mammouths de télécom, je sais que je ne peux pas dépendre des autres. Et donc, j'ai construit, ça fait maintenant 7 ans, j'ai construit l'indépendance de la Chine par rapport au reste du monde. Je suis 35% du manufacturing mondial, ce qui veut dire que, quelle que soit la chaîne de production que vous prenez, j'ai un goulot d'étranglement que c'est pas seulement les terres rares, c'est le petit boulon de la porte du Boeing qui fait que sans mon petit boulon, vous n'avez plus de Boeing. Et ça, je l'ai à peu près dans toutes les chaînes de production. Donc c'est moi qui vais gagner. Et nous, l'Europe, on est là. Et la grande question, c'est va-t-on réagir ? Et donc, alors je suis très optimiste de nature. Vous avez vu, je suis exactement comme mon frère aîné. On est des optimistes, on est pessimiste dans l'analyse, mais extrêmement optimiste dans l'action. Et c'est le moment où, pour se réformer, il faut avoir une crise de la dette. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que la crise de la dette, on la voit venir. Et on la voit venir, naturellement, l'épicentre, c'est la France. Et la raison pour laquelle je suis très positif sur l'Europe, c'est vous, madame, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne parce que l'Allemagne, aujourd'hui, en 2025, est la Chine de 2008. C'est la seule grande puissance qui n'a pas de dette, qui n'est pas surendettée quand l'ensemble de la planète est surendettée. Vous avez la chance d'avoir un nouveau chancelier, qui est quelqu'un d'exceptionnel, Frédéric Merz,
qui est un banquier, un avocat d'affaires de fusion-acquisition. Alors, je pense, j'anticipe, mais je pense va être son chancelier, et qui donc a 1000 milliards d'euros à disposition, c'est 25% du PNB allemand, pour faire repartir l'Allemagne et l'Europe. Nous sommes les seuls dans le monde. Et donc, tout va dépendre de ce que nous faisons de ces 1000 milliards. Quand les États-Unis n'ont plus de marge de manœuvre, on le sait, la Chine n'a plus de marge de manœuvre. Donc, nous avons l'Europe, nous sommes le seul endroit. En Chine, vous n'avez plus la liberté d'agir, puisque le capital privé est sous contrôle étatique depuis 2022. Et aux États-Unis, ils n'ont plus la liberté de penser, puisque vous avez le choix entre le wokisme et le trumpisme. Le seul endroit au monde où on a la liberté d'agir et de penser, c'est l'Europe. Et les Allemands ont 1000 milliards d'euros avec lesquels jouer. Donc, tout dépend ce qu'on va en faire. Mais si on commet l'erreur de la Chine de 2008, on ira dans le mur, parce qu'on va rajouter de la dette sans... Mais si par hasard, on dépense cet argent de manière rusée, on va revenir. Et moi, j'ai vécu 2 ans, j'ai eu la chance de vivre 2 ans dans votre pays, à Berlin, quand le mur est tombé. Et je sais que culturellement, votre pays est lent, parce qu'il est très réfléchi. Mais une fois qu'il a compris qu'il allait dans le mur, il y a ce qu'on n'a pas en France, une capacité collective à se réveiller. Et tout simplement parce que vous avez la grosse coalition que nous, on a. Vous avez le SPD et le CDU qui peuvent travailler ensemble. Parce que nous, on n'a pas à Paris. Donc, ne soyez pas déprimés parce que vous vivez à Paris. Passez la porte d'Italie, franchissez les frontières et vous allez voir que en Pologne, ça bouge, en Allemagne, ça bouge, en Italie, ça bouge. Et qu'effectivement, l'épicentre du problème, c'est la France. Mais la France, c'est pas l'Europe. Michaela Wiegel. Alors, je vais essayer d'être lente et réfléchie. Tu peux être juste réfléchi, parce que lente, c'est pas... J'ai très envie de faire un pas en arrière, pas en avant, et vous demander de préciser un peu plus ce que vous comprenez par économie de guerre. Vous avez commencé, mais j'aimerais quand même rappeler ce que l'économie de guerre évoque dans mon pays. Et vous avez aussi mentionné déjà un petit peu la lutte des systèmes, c'est-à-dire démocratie contre une espèce d'entre-deux et une véritable autocratie comme en Chine. Alors, économie de guerre, économie planifiée, fixation des prix, rationnement, toutes les ressources sont mises à disposition de l'effort de guerre, donc ça veut dire aussi expropriation, si nécessaire, travail forcé. Ça, c'est les termes qu'on associe en Allemagne, où d'ailleurs tous les ministres refusent d'utiliser ce terme, à l'économie de guerre. Alors, je sais bien que vous ne parlez pas de ça, mais je trouve quand même que pour démarrer sur un bon point, il faudrait être clair. Et là où moi, je trouve que ce n'est pas clair, c'est qu'est-ce que vous faites avec le partage international du travail, qu'est-ce que vous faites avec le libre-échange et qu'est-ce que vous faites avec le manque de ressources naturelles de l'Europe qui ne dispose plus de colonies et qui jusqu'à maintenant était le continent qui a le plus profité de ces chaînes de valeur où nous, pour faire vite, même si c'est un peu stéréotypé, on avait les bonnes idées, le pétrole était ailleurs. David Bavrez. Alors, l'économie de guerre, je vais le résumer. Alors, pour nous, les Français, l'économie de guerre, c'est le topinambour. Donc, je vais revenir à 1940-1944, où ma grand-mère, quand elle allait chez Beurre au fromage, elle voulait acheter du Roquefort, mais il n'y avait pas de Roquefort, parce qu'elle aimait bien le Roquefort, et elle n'avait Donc, le choix. c'est le rationnement. C'est le goulot d'étranglement à la production. C'est le fait que vous ne pouvez plus produire, et que celui qui gagne, c'est celui qui produit. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, le producteur de Roquefort, il y a de la demande pour du Roquefort, mais c'était impossible à produire, donc il a fait faillite. Le topinambour, il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de consommateur. Le producteur de topinambour est devenu milliardaire, parce qu'il n'y avait que ça qu'on pouvait produire. Mais et donc ça, c'est aujourd'hui, un projet politique. Alors, ce qui veut dire que le critère économique de réussite, en économie de paix, c'est le PNB.
Et c'est pour ça qu'on regarde la Chine aujourd'hui en disant mais le PNB chinois, officiellement, il fait plus 5%, mais c'est complètement bidon. Il est dans le meilleur des cas stable, voire négatif, parce qu'il y a une déflation incroyable que le gouvernement masque. Mais en économie, donc la Chine perd en économie de paix. Mais en économie de guerre, le critère de réussite, c'est la dépendance. Et la dépendance sur le plan économique, ça s'appelle le surplus commercial. Et la Chine a un surplus commercial de 1 000 milliards de dollars et un surplus commercial industriel de 1 800 milliards de dollars. C'est 2% du PNB mondial, ce qui est la croissance mondiale, ce qui veut dire que la Chine s'accapare 100% de la croissance mondiale. Donc votre pays, l'Allemagne, ça a été quoi son problème? Ça a été d'avoir un modèle qui était dépendant sous 3 formes. La raison pour laquelle je suis aussi positif, optimiste sur votre pays, c'est que vous aviez 3 dépendances principales, l'énergie vis-à-vis de la Russie, la défense vis-à-vis des États-Unis et les exportations vis-à-vis de la Chine. Le chancelier Merkel a une réponse aux 3. Donc, le problème que nous avons en Europe, c'est que nous avons développé des modèles économiques, alors la France, naturellement, championne du monde, qui ne sont faits que de dépendance. Et donc, la gestion, la raison pour laquelle je suis aussi optimiste, c'est que comment vous gérez l'économie de guerre, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Mais il y a un nouveau monde qui apparaît. Et ce monde, c'est pas du tout la souveraineté, parce que ça n'existe pas. La dernière personne en France qui a dit qu'elle était souveraine, on lui a coupé la tête. C'était fin 18e. Donc, je ne vous le souhaite pas. Tout le but, c'est de tourner la dépendance en interdépendance. Donc, nous n'allons pas être souverains, nous n'allons pas être fermés, puisque nous sommes l'économie, nous, Européens, la plus ouverte au monde, mais nous allons nous attaquer à toutes les dépendances que nous avons construites durant 30 ans, en les tournant en interdépendance. Et ce qui me frappe, c'est que votre pays, à travers le futur chancelier Frédéric Merz, a une réponse à toutes ces dépendances principales. Et que nous, en Europe, on ne les a pas encore, parce que le rapport Draghi, qui les a toutes notées et qui a donné des solutions, tout le monde l'a lu en disant qu'il était extraordinaire et personne n'a pris la moindre décision. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que, et c'est le cadeau que nous fait le président Trump, c'est que maintenant, on est au pied du mur. Parce que mon livre, la raison pour laquelle personne n'en voulait il y a 1 an, aucun éditeur, c'est parce que je disais, ça vient de Chine. Et à Paris, personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Chine. Mais depuis 1 mois et demi, on comprend que ça vient des États-Unis. Et donc, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis 1 mois et demi, parce que tous les patrons me demandent, mais venez discuter, présenter, comment vous avez vu ça il y a 1 an, comment vous avez pu écrire ça il y a 1 an, vous êtes un visionnaire. Je ne suis pas du tout visionnaire, je vis en Chine, donc je ne fais qu'observer la réalité. Donc voilà la raison pour laquelle l'économie de guerre, le mot-clé, nos auditeurs ne retiennent qu'un mot de notre discussion, c'est dépendance, et nous n'avons qu'un objectif, c'est de tourner la dépendance en interdépendance. Béatrice Gibelin. Passer de la dépendance à l'interdépendance, compte tenu de la façon dont est organisée l'Europe des 27, qui n'est quand même qu'une association volontaire d'États, mais avec des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Bon. Et on est toujours ébahi que même face à la guerre en Ukraine, l'Europe est tenue, où on estime qu'elle tient et qu'elle a une forme d'unité. Bien. De là à passer à partager ensemble, avec des niveaux qui seront nécessairement différents. Vous venez de l'expliquer pour l'Allemagne, qui a sans doute les moyens de passer à cette économie de guerre, ce qui ne serait pas le cas de la France et pas le cas d'un certain nombre d'autres États qui peuvent compter dans l'Union européenne. Alors, comment on pourrait faire pour passer, d'ailleurs, la prise de conscience qui est peut-être en train de se faire, et merci M. Trump, puisqu'il nous aide à accélérer cette prise de conscience, plus il en rajoute, mieux c'est, d'une certaine façon. Bon, même si ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait peut-être un peu se bouger quant à notre propre défense, mais vous voyez que c'était très difficile. Et comment donc pourrait-on faire pour essayer de passer de cette dépendance importante qu'on a touchée du doigt d'ailleurs pendant la Covid? Je veux dire, l'opinion publique européenne s'est rendue compte de sa dépendance sur des choses très pratiques, très directes. Autrement, elle ne s'en rend pas tellement compte puisque les choses arrivent par les flux commerciaux. Alors, passer de cette dépendance
à l'interdépendance, comment ça peut se faire? Comment peut-on amener les politiques, soit avoir le courage de prendre les mesures nécessaires pour le faire, et une opinion publique qui puisse accepter de manger, je mets des guillemets et je souris, des topinambours plutôt que des asperges. Je signale que le topinambour est devenu, d'ailleurs comme le rutabaga, sont devenus des aliments que les grands chefs aujourd'hui alimentent. C'est vraiment juste qu'on en mangeait tous les jours. C'est d'un chic... C'est d'un chic, mais c'est toujours aussi insipide. Oui, alors, je vais vous poser une question peut-être un peu indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre existence de prendre une décision à 27 où chacun avait un droit de veto? Bien évidemment que non. D'accord. Donc, vous voyez que Bruxelles, on a réussi à Bruxelles à inventer un truc qui n'existe pas. Donc, on ne va pas pouvoir réformer, c'est pas possible. Parce que même chose. Ce n'est pas vrai pour la politique commerciale. Alors, si je peux me permettre juste pour finir, la solution c'est quoi? Le rapport Draghi. On va créer un 28e État digital. Parce qu'il y a une révolution technologique qu'on va utiliser. Et ce 28e État digital, ça va me permettre d'enregistrer ma société dans cet État et je vais aller piocher chaque fois que j'ai besoin d'une loi, je vais aller piocher dans le pays qui m'est le plus favorable et il y aura un passeport pan-européen qui fait que cette loi s'appliquera à toutes mes activités en Europe. Mario Draghi a calculé que ce qu'il appelle le tarif d'un pays à l'autre, en matière de services, c'est 45%. On hurle sur M. Trump qui veut nous imposer 20%, mais M. Draghi, c'est pour ça que J.D. Vance va à Munich et nous dit « mais le problème, il est chez vous ». Il est chez vous parce que vous-même, par votre réglementation totalement absurde des 20 dernières années, vous vous êtes créé vous-même 45% de tarifs d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Du côté des entreprises, nous allons tous aller dans cet État digital, 28e État européen, et je vais choisir la meilleure loi dans n'importe lequel des pays. Et il faudra bien que les États, des 27, se réforment parce qu'autrement, il n'y aura plus jamais de business chez eux. Ça, c'est pour les entreprises. Les politiques. Est-ce qu'on pourrait regarder l'Asie 30 secondes? Est-ce qu'on pourrait regarder l'ASEAN? L'ASEAN, ce sont 10 pays totalement différents, bien plus différents culturellement que nous, l'Europe. Ils sont partagés par la mer, ils ont des organismes, des régimes politiques totalement différents. Ils ont une communalité, la sécurité vis-à-vis de la Chine. Tout le reste, c'est projet par projet. Donc vous venez et moi je vous dis tiens j'aimerais faire du nucléaire et j'ai pas besoin des 10 hein. Qui veut faire du nucléaire avec moi? C'est ce qu'a fait Agnès Pannier-Runacher. Parce que là malheureusement vos compatriotes allemands ils voulaient un petit droit de veto pour que comme il leur manque le nucléaire ils voulaient tuer le nucléaire partout en Europe. Et c'est Agnès Pannier-Runacher qui a eu le courage, parce qu'il faut vraiment du courage, de taper du poing sur la table en disant le veto européen il ne va pas s'appliquer. Parce que là, il en va véritablement de la souveraineté européenne et qui même me suivent. Et il y a 10 pays qui ont dit, mais on y va avec vous. Il se trouve que ces 10 pays entourent l'Allemagne. Donc nous, ça nous permet de dire à l'Allemagne, écoutez, de deux choses l'une. Soit le nucléaire, ça marche, et ça sera de l'énergie pas chère qu'on va vous vendre très cher, puisque vous n'en avez pas voulu. Soit ça marche pas, ça va péter, et comme on vous entoure tous, ça pètera aussi chez vous. C'est comme ça qu'on va... Donc, l'idée, c'est, dans le jargon, on appelle ça du deal by deal, c'est projet par projet. On arrête, vous avez dit vous-même que le droit de veto à 27, ça ne marche pas. Eh bien, on y va projet par projet et qui même me suivent. Antoine Fouché. Au risque de passer pour la digue de service au Prozac, je voudrais quand même poursuivre la discussion sur notre situation, parce que entre le déni et l'action, il me semble, et je voudrais continuer le dialogue là-dessus, que nous, Européens, on est quand même en partie encore dans le déni, même si, Béatrice l'a dit, grâce à Trump, entre guillemets, je mets beaucoup des guillemets sur le grâce, mais il y a une prise de conscience de notre niveau de dépendance et il y a des choses historiques inimaginables, il y a 1 an, qui sont en train de se produire en Allemagne, notamment. Mais quand on regarde le débat français, alors peut-être c'est trop franco-français ce que je dis, mais nous avons déjà, par exemple, 2 à 3 ans de décalage. Nous travaillons 2 à 3 ans de moins que les autres Européens et nous avons un débat
dans notre pays pour travailler encore un peu moins, que certaines personnes travaillent encore un peu moins. Est-ce que ça, c'est quand même pas un signe qu'on est toujours beaucoup dans le déni plutôt que dans l'action? Première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt collectivement à poursuivre cet exercice de lucidité et de diagnostic sur notre dépendance technologique, notre retard sur les batteries, par exemple, sur toutes les technologies de la transition énergétique vis-à-vis des Chinois, sur notre retard technologique aussi vis-à-vis des Américains, sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas le diagnostic et cet exercice de lucidité qui peut être douloureux, comme un diagnostic médical peut être douloureux quand il débouche sur l'idée que c'est une maladie chronique et pas un rhume? Est-ce qu'on n'a quand même pas besoin vraiment de ça? Et je trouve encore une fois à ce titre que votre livre, il est salutaire, mais comme peut l'être aussi le bouquin d'Aaron Poli ou le bouquin de Serge Haroche sur la provincialisation de l'Europe. Je sais pas, c'est la yéménisation, mais c'est la provincialisation de l'Europe. Est-ce qu'on n'a quand même pas besoin de se dire ça sans masochisme, mais en toute lucidité entre nous, Européens, pour passer à l'action? Voilà. David Bavrez. Alors, effectivement, c'est très franco-français parce que en Europe, je vous ai dit qu'il y avait l'Allemagne se réveille, la Pologne, ça fait longtemps qu'elle se réveille, l'Italie s'est réveillée depuis longtemps puisque maintenant elle a un surplus, ce qu'on appelle primaire du budget et un surplus commercial. Donc, l'Europe, tous les 10 ans, il y a un pays qui pète. 1990, c'est la Suède. 2000, c'est l'Allemagne. 2010, c'est la Grèce. 2020, ça n'a pas pété parce qu'il y a eu le Covid. On a arrosé tout le monde. Mais il va de soi que la décennie 2020, le pays qui pète, c'est la France. On est tête de gondole au supermarché. Et on va l'être parce que c'est par la dette. C'est par la dette qu'on casse. Et l'an prochain, l'Allemagne va venir sur les marchés et je vous ai dit qu'il y avait 1000 milliards d'argent potentiel. Et donc, mettons que l'Allemagne emprunte 300 milliards l'an prochain sur les marchés. Et 300 milliards, c'est ce que nous allons chercher sur les marchés. Pourquoi aujourd'hui des investisseurs mettent 300 milliards par an en France? Ce n'est pas parce qu'ils sont impressionnés par la capacité managériale de François Bayrou. Simplement parce qu'il n'y avait pas de dette allemande, la dette italienne est achetée par les Italiens et la dette espagnole est trop petite. Donc tous ces assureurs européens, l'an prochain, ils ont le choix entre l'Allemagne et la France. Il n'y a que 70 points de base entre les deux, donc ils vont tous acheter l'Allemagne. Et donc l'an prochain, nous avons un problème en France qui est que notre dette n'est plus financée. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être noté qu'il y a un nouveau secrétaire général à l'Élysée, qui s'appelle Emmanuel Moulin, et qui est le spécialiste français des crises souveraines, parce que c'est lui qui a traité la crise de l'euro en 2010. Donc, si on rêvait, on dirait les hommes politiques vont faire du préventif. Ça n'existe pas. Donc, ils vont faire du curatif une fois que les marchés vont dire non. Alors, il y a deux possibilités. Soit effectivement, les marchés cassent, et nous avons le FMI, donc c'est le livre de Jacques Delarosière, où vous avez le plan de 150 milliards de réduction des dépenses publiques sans toucher aux avantages sociaux, donc c'est 100 pages, tout est prêt. Soit il y a un deal qui est fait avec l'Allemagne, Frédéric Merz qui dit oui, ok, la Banque Centrale Européenne finance, mais contre ça, l'Allemagne va nous imposer la restructuration que nous sommes incapables de faire. Et là, il faut regarder la Suède. C'est très intéressant. Vous avez peut-être entendu la vice-présidente du MEDEF suédois quand elle est venue au mois de janvier. Et, parce que la Suède, vous voyez, la raison pour laquelle je ne veux pas être négatif sur l'Europe, c'est que la Suède est à égal avec les États-Unis. Depuis 1990, 2% de gains de productivité annuel. Des sociétés technologiques qui sont leaders mondiaux. C'est un petit pays, ils vont partout. Des fonds de pension de retraite par capitalisation qui financent les meilleures innovations. Donc, en Europe, on est quand on a une bonne gouvernance et une social-démocratie qui fait que beaucoup de gens en Suède sont heureux. Donc, la formule, on l'a. Et simplement, la Suède nous dit qu'il faut 4 conditions. Parce que c'est 4 conditions qu'on a eues en 90. Il faut, 1, que la dette souveraine implose, parce que là, les hommes politiques sont obligés de... 2, il faut, comme en Allemagne, qu'on ait une grosse coalition, donc que les partis du milieu se s'allient contre les extrêmes, ce qu'on n'a pas du tout chez nous. Troisièmement, qu'on ait des syndicats extrêmement forts, parce que comme on va prendre des mesures qui vont être très impopulaires, il faut qu'elles soient mises en œuvre rapidement par les syndicats. Énorme avantage de l'Allemagne. Et puis enfin, dernier point, ce qu'on appelle la flex-sécurité, c'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de gens vont y rester, mais l'État, de manière intelligente, l'État et les entreprises ont déjà identifié d'autres jobs dans lesquels on va recaser ces gens. Alors certes, à seulement 60% de leur salaire précédent, je ne vais pas vous dire que c'est très rose,
mais ils survivent. Et c'est ça qui fait que en Suède, 90% des 60-65 ans travaillent. Chez nous, c'est un tiers. La différence de rentrée pour l'État, c'est 130 milliards. C'est notre déficit budgétaire. Donc, si les entreprises cessent de stopper de former n'importe quel cadre de 55 ans et plus, en disant « mais il ou elle est foutu, donc j'attends le prochain plan de licenciement », si on continue à former ces gens, mais le problème, il est résolu. Et on peut se... Donc, l'économie de guerre, c'est pour ça que je vous dis que c'est 100% du PNB, c'est 100% de la population, c'est tout le monde. C'est l'État qui doit arrêter de faire des déficits pour créer une demande artificielle. 14% du PNB dans les retraites, ça n'a aucun sens, c'est 7% en moyenne dans le CDE. Ce sont les entreprises qui tournent leur dépendance en interdépendance, et ce sont nous, citoyens, qui systématiquement faisons des choix pour la génération d'après. Donc nous, France, 14% du PNB dans les retraites. Là où je vis en Asie, 15% des revenus des ménages vont dans l'éducation de l'enfant unique. Chez nous, c'est moins de 4% l'éducation et les publics, les familles ne payent pas. Donc c'est la fameuse phrase du professeur du MIT, McAfee, que chaque Français, chaque auditeur doit se poser. Faut-il protéger le passé du futur ou faut-il protéger le futur du passé ? Michaela Wiegel. Alors, je suis dans une situation un peu bizarre pour moi, et c'est vraiment pas par manque de respect pour Friedrich Merz que je souhaiterais doucher un petit peu les espoirs dans l'Allemagne. Alors, personne ne parle de grosse coalition en Allemagne parce que comme ça vous a pas échappé, la SPD est désormais autour de 16% et la CDU est très en deçà aussi de ce qu'on espérait. Elle a même pas réussi à faire plus que 30%. Et donc, c'est assez mal parti. C'est tellement mal parti qu'on a dû faire voter l'ancien Bundestag sur les fameuses dépenses dans lesquelles vous mettez les espoirs. Donc, permettez-moi d'être un peu plus nuancé sur ce que l'Allemagne peut faire pour l'Europe, d'autant plus qu'encore une fois, l'Allemagne ne parle absolument pas d'économie de guerre. Et je pense, et c'est probablement ça qui m'a inconsciemment perturbée, on n'a pas suffisamment mis en avant les forces de l'Europe. Alors, je suis totalement d'accord avec vous que nous avons misé sur un modèle où ce que vous préconisez, c'est-à-dire de faire des dépendances, des interdépendances, en fait, on a vécu ça comme des interdépendances, c'est-à-dire l'Amérique était bien content de nous fournir une garantie de sécurité contre un commerce très favorable avec l'Allemagne. C'est absolument pas vrai ce que dit Trump. Les États-Unis ont beaucoup bénéficié de l'industrie allemande. Donc, c'était déjà une interdépendance. Aujourd'hui, effectivement, dès qu'un régime bascule, effectivement, ça devient une dépendance, mais ce n'est pas quand même. La nuance, elle est. Donc, je vois toujours pas très bien quel est dans votre modèle d'économie de guerre l'avenir du libre-échange. Je vois pas si on doit passer à une économie planifiée pour imposer tout ce que vous venez de développer à nos populations, parce que nous sommes un régime démocratique. Et ma véritable question, c'est comment vous faites avec la rareté des ressources ? C'est quelque chose qui est existant. L'Europe ne dispose pas au sein de l'Union européenne, alors qu'on n'a plus du tout de droit de veto dans la politique commerciale. Hein. On a une unanimité et ça pose d'ailleurs un problème pour la France qui, très vraisemblablement, sur le Mercosur, va ne pas pouvoir organiser une résistance parce que la France est déjà, depuis un certain moment, une des puissances protectionnistes au sein de l'Union européenne. Donc, comment vous faites
pour surmonter cette rareté des ressources, c'était déjà la question qu'on s'est posée en 1945, en disant le meilleur moyen, c'est justement un partage du travail, des chaînes de valeur. Et ça, la Chine, sa recette de succès, c'est justement, elle s'est organisée sa propre chaîne de ressources et elle est riche en ressources naturelles. Mais l'Europe, ce n'est pas le cas. David Bavrez. Alors, le libre-échange, effectivement, a du plomb dans l'aile et c'est ce que vous dit Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain. Pour deux raisons. Son raisonnement, c'est de dire, Ricardo, la division du travail, où les Portugais font du porto et les Indiens font du textile, chacun fait ce pourquoi. Ça marche qu'entre pays amis. Donc il dit, quand vous êtes en 1945, les États-Unis avec le Japon et l'Europe, le libre-échange, il peut continuer pendant 80 ans. Quand vous faites ça avec un pays non ami, par exemple la Chine, il y a un moment où les volumes deviennent tels que vous rentrez dans une situation de dépendance. Et donc, vous avez atteint un plateau que vous ne devez pas dépasser. Alors, vous pouvez... Donc, c'est à vous, subjectivement, de déterminer à quel volume on est. Et le président Trump et Scott Bessent, à tort ou à raison, ont décrété qu'avec la Chine, qui produisait 35% du manufacturing mondial, on était déjà bien au-delà du raisonnable. Le deuxième élément, c'est que Ricardo disait « Moi, je suis un pays riche, je vais faire travailler le pays pauvre. Et le pays pauvre, il va s'enrichir. Et donc, à un moment, il sera suffisamment riche pour acheter mes produits. Donc, le déséquilibre, il va se rééquilibrer. C'est pour ça qu'on fait du libre-échange. » Et là, ce que dit Scott Bessent, c'est qu'il dit « Le président Xi, qui est rentré véritablement en économie de guerre depuis 2022, qui pressurise sa population tous les jours, qui fait quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est une crise immobilière sans précédent de 20% de PIB. Chez nous, c'est 10. Quand vous êtes le subprime, chez nous en Occident. Là, c'est 20. Et que l'État refuse de payer entièrement, que les banques et les assureurs refusent de payer, et que c'est la population qui, à 100%, va perdre un tiers de son patrimoine. Scott Bessent, il dit, mais les Chinois ne seront jamais suffisamment riches pour acheter les produits américains. Donc, il n'y aura jamais de rééquilibrage. Donc, le libre-échange, c'est terminé. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis disent, nous rentrons. C'est pour ça que nous avons un nouveau cycle. Les cycles, c'est 30 ans. Et là, nous rentrons dans un nouveau cycle, commencé en 2022, qui va être très, très différent parce qu'effectivement, il va falloir négocier de manière très différente pour faire du commerce et qu'il va falloir passer par le Vietnam, il va passer par le Mexico et qu'à un moment, on se fait choper par les États-Unis. Et ça va être... Donc, c'est Gramsci qui vous dit... L'ancien monde disparaissait, le nouveau monde tardait à apparaître, et dans le clair-obscur apparaissaient les monstres. Et donc ce chaos management, la Chine l'a anticipé, nous Européens, on ne sait absolument pas faire. Alors votre question sur les ressources, moi ça me fait marrer. Parce que Thierry Breton, quand il était à Bruxelles, il nous a fait combien de speeches il nous a fait sur la souveraineté économique en disant c'est horrible, on n'a pas le lithium, on n'a pas de lithium. Le lithium était à $80 000. Aujourd'hui, il est à 10 000. Il a fait moins 80%. Albemarle, qui est le premier producteur de lithium au monde, qui est une société cotée aux États-Unis, le cours de bourse est passé de 300 à 50. Est-ce que vous croyez que à Bruxelles, alors maintenant, c'est plus qu'une petite dizaine de milliards. Est-ce que vous croyez qu'à Bruxelles, on ne peut pas trouver 3-4 milliards pour prendre 30% de la société? On ne va pas au-delà. On ne fait pas un bit de style. On dit juste, on a 30%, on veut un siège au conseil d'administration, on veut juste le corps de tous les projets et de préempter au terme de marché. Mais dire à la société, chaque fois que vous faites du lithium, on est intéressé. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le lithium comme on n'a pas investi? Depuis 2 ans, il n'y a plus $10 000. Il y a seulement 25% de la production mondiale qui est profitable. Donc, tous les projets sont à l'arrêt. Et la voiture électrique, qui ne marche pas du tout chez nous actuellement. Vous voyez que les Chinois viennent d'annoncer la semaine dernière que la recharge, elle va se faire en 5 minutes. En 2028-2029, la voiture électrique, elle va dérouler partout en Europe. Et faire une mine de lithium, il y en a pour 4 ans. Donc, en 2028-2029, le cours du lithium, je ne sais pas où il va être, mais il va remonter à 80 000. Et nous, en Europe, on n'en aura pas. Alors qu'aujourd'hui, on pouvait acheter tout le lithium qu'on voulait. Donc, on arrête tous ces discours à la noix. Je suis désolé, mais les ressources minières, c'est
l'industrie minière, c'est une industrie cyclique. Ça n'existe pas un squeeze sur... Notre problème c'est pas du tout notre problème, c'est pas un problème de terres rares, c'est pas un problème les ressources minières, il y en a partout dans le monde. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que c'est nous qui ne travaillons plus puisque nous avons fait le choix des 30 glandeuses depuis 30 ans. Qu'est-ce que j'ai voulu ? Mes parents, de 1945 à 1975, ils ont voulu un pouvoir d'achat. Ils ont travaillé et leur pouvoir d'achat, ils l'ont perdu en 1975 quand il y a eu la crise du pétrole. Moi, depuis 30 ans, qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé la 5e semaine de congé payé, j'ai demandé les 35 heures, j'ai demandé les RTT, et là, avec le Covid, j'ai demandé le télétravail, de manière à ce que je ne travaille en fait qu'1 jour par semaine. Et c'est ça qui va casser. Et c'est ça qui nous empêche de produire. C'est pas du tout de trouver du lithium. Du lithium, il y en a partout. Et à 10 000 US en plus. Donc, il faut arrêter. Ça, c'est une fausse excuse. C'est juste que les gens à Bruxelles ne travaillent pas. Et il faut naturellement qu'on ait un fonds souverain, comme la Norvège, comme l'Arabie Saoudite, comme M. Trump veut le faire. Et le problème est résolu. Mais il faut pas essayer de se voiler la face en trouvant des excuses, des boucs émissaires pour ne pas reconnaître que, comme le dit encore J.D. Vance, le problème, il est chez nous. Nous avons perdu notre ADN, qui est de produire. Nous avons perdu l'ACK, le charbon et l'acier, qui aujourd'hui sont les données. Et la raison pour laquelle je suis aussi positif sur l'Europe, c'est que le futur, là, nous sommes partis pour, je pense, 5 années. Moi, je vous ai pas répondu sur mes certitudes. Je suis absolument désolé parce que je vous ai une fausse. Je n'ai jamais été aussi incertain en tant qu'investisseur. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Ce que Donald Trump a fait depuis 1 mois et demi, je ne l'avais absolument pas vu venir. Donc, j'ai jamais été. Ça fait 30 ans que j'investis, j'ai jamais été aussi incertain. Mais ce que je sais, c'est que. Enfin, ce que j'imagine, c'est que nous allons être comme en 1975-1980, dans les 5 prochaines années, sont le pire schéma économique qu'on puisse avoir, qui est celui de la stagflation. C'est-à-dire que tous les coûts augmentent, puisque c'est très difficile de produire, ça va être depuis. Et que, comme on arrête l'endettement des États, ce que les États-Unis nous annoncent, eh bien, un foyer français, c'est 2 000 € par mois de revenus et 1 000 € de prestations sociales étatiques qui vont diminuer dans les 5 prochaines années. Donc, le problème que je vais avoir, moi, entreprise, c'est que tous mes coûts augmentent et que mon consommateur, il n'a plus que 80, 90, il ne peut pas acheter. Et donc, le seul moyen... Donc, c'est arrivé en 75-80 et on a été sauvé par Bill Gates qui a inventé l'ordinateur. Et il faut 5 ans en général. C'est une règle un peu basique. Les technologies, il faut 5 ans pour qu'elles soient adoptées. Et là, on voit bien que c'est l'intelligence artificielle générative qui ne délivre pas du tout aujourd'hui, d'un point de vue monétisable et modèle économique. Mais je fais le pari que dans 5 ans, ça va délivrer. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de l'intelligence, pour des données, de l'intelligence artificielle ? Il vous faut la confiance. Parce que mes données, c'est ce que j'ai le plus personnel. Et que la confiance, elle n'existe pas en Chine, elle n'a jamais existé en Chine. Et qu'aux États-Unis, qui était l'état de droit, j'avais une confiance totale quand j'y allais, parce que j'avais un avocat qui m'avait fait un contrat. Là, mon avocat, il s'appelle Paul Weiss. Il a été obligé de payer 40 millions de dollars à M. Trump pour garder sa licence de cabinet d'avocat. Mais c'est la plutocratie, enfin c'est pire que le Zimbabwe. Donc j'ai zéro confiance. C'est pour ça que vous avez noté que là, depuis 1 mois et demi, le dollar, la bourse américaine baisse, le dollar baisse, les taux d'intérêt augmentent. C'est la définition d'un pays émergent qui craque. Donc la seule confiance, c'est l'Europe. Alors, quand on signe un contrat à Paris maintenant, c'est 25% plus cher. Vous êtes américain, vous êtes chinois, vous signez un contrat à Paris, c'est 25% plus cher parce qu'il y a un notaire et que c'est garanti. Et que votre droit, il est garanti. Alors que chez vous, en Chine et aux États-Unis, il n'est plus garanti. Désolé, c'est 25% plus cher. Donc la valeur ajoutée que nous créons en Europe, dans cet environnement, alors qu'on me dit que je suis totalement foutu, que je suis le grand perdant, et le problème, c'est qu'on ne le facture pas. Parce qu'on a été élevé en bon catholique en disant « quand tu signes un contrat, tu le respectes et tu n'as pas à demander plus cher. Parce que c'est ta réputation. » Et M. Trump a gagné sa vie en construisant des immeubles dont pas un seul a de l'intérêt, parce que si on me demande de citer un immeuble de Trump, je suis incapable, à part la Trump Tower sur la 5e avenue, c'est pas lui qui l'a faite. Et donc, le seul moyen pour lui de gagner sa vie, ça a été de jamais payer le maçon et de jamais rembourser les banques. Et ça marche pas.
Donc vous voyez, je suis très très confiant sur l'Europe. Sur cet éloge de la probité qui crée la confiance, je vous remercie d'abord d'avoir été notre invité. Je vous propose donc de vous rappeler déjà que la semaine prochaine, nous reprenons le cours des émissions d'analyse de l'actualité, que le 25 mai, nous serons en public, mais pas à notre habituelle école alsacienne, mais rue Ampère, au siège de l'Union des entreprises de proximité, que les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Je remercie Laure de Mézy, avec qui cette émission a été préparée, et Benoît Carré, qui va en assurer le compendium. Nicolas Tourneux et Olivier Magloire veillent l'un au site, l'autre aux questions liées aux plateformes de financement. Et c'est Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, nous a enregistré, tandis que Nouvelles Écoutes et Julien Neuville nous produisent. Rendez-vous la semaine prochaine.